Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Florian Fillon pour ce nouvel épisode. Donc Florian, vous le connaissez certainement sous le nom d'Iron2F sur les réseaux. Hello Florian, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Super, super, en pleine forme. Impeccable. Bon, j'ai vu que tu enchaînais pas mal de kilomètres en ce moment. Tu vas nous raconter un petit peu comment tu arrives à allier ça parce que tu es quand même un trailer d'Île-de-France qui borne pas mal. Tu fais beaucoup de off. On peut te suivre sur les réseaux. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment t'en es arrivé à la course à pied, au off voilà, c'est quoi un peu ton parcours? Moi aujourd'hui je suis chargé d'affaires dans une entreprise, donc j'ai un parcours, enfin au niveau professionnel, j'ai assez traditionnel, je travaille du lundi au vendredi. Mais par contre, sur le plan sportif, j'ai commencé le sport à l'âge de 5 ans et puis j'ai fait 16 ans de sport de combat jusqu'à haut niveau, jusqu'à m'entraîner avec l'équipe de France de karaté combat, en faisant des championnats d'Europe, championnats du monde. Et puis à 21 ans, je suis rentré chez les pompiers volontaires et puis j'ai arrêté les sports de combat pour passer à la course à pied, au trail, puis à l'ultra trail. Et j'ai commencé gentiment l'ultra en course officielle en 2012 en faisant les Templiers, puis après j'ai enchaîné avec la Maxi Race, le 90 du Mont Blanc, puis la Saint-Élion, enfin des courses assez officielles, assez connues. Mais j'avais toujours ce truc de vouloir faire des choses qui m'appartenaient à moi, donc j'ai découvert très jeune le off, et puis le fait de faire des distances en solo, un peu dans le dur, et puis un peu seul face contre moi. Donc j'ai vite pris goût à ça, donc je savais que même si je me lançais dans les courses officielles, j'allais aussi développer la partie off. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais les deux. Et puis qu'aujourd'hui, j'ai monté d'un niveau et que je fais les deux. Mais je fais les deux, que ce soit des courses officielles qui sont beaucoup plus dures et des offs qui sont beaucoup plus dures. Ouais, c'est ce qu'on disait avant de commencer le podcast. Je crois que ton premier off, tu l'as fait assez jeune. Ouais, bah, oui, oui. Mon premier 55 km, je l'ai fait, j'avais 14 ans, quoi. Donc, je l'ai fait, mais dans des conditions. Donc, on parle de ça il y a 20 ans. Donc, il y a 20 ans, je ne sais pas si on se situe, mais les équipements n'étaient pas aussi développés. Aujourd'hui, en tout cas, c'était pas aussi mis en avant. Et bah, ce premier 55 km qui était une marche à l'époque, donc qui s'appelle le Paris-Mantes, qui existe encore, hein, qui partait de Paris et qui allait jusqu'à Mantes-la-Jolie. Moi, j'avais pris la décision de le faire. Et puis vu que j'y connaissais absolument rien, à 14 ans, bah, je suis parti avec un ensemble de survêtements Sergio Tacchini, mon sac Yes. d'école où j'avais retiré toutes mes affaires d'école. Et puis ma mère m'avait mis une bouteille de Vitel, un sandwich emballé dans du papier d'aluminium et puis une banane. Et puis j'avais mon MP3 avec mes écouteurs. Et puis au pied, j'avais des baskets qui étaient à l'époque, alors je me rappelle très bien, c'était des Air Max avec des bulles en dessous. Et j'ai fait mon premier 55 km dans ces conditions-là. Donc j'étais vraiment, c'est même plus de la découverte là, c'est même de l'inconscience quoi. Donc j'ai Ouais, fini excellent. dans un état que je peux même pas décrire. Et puis ça a commencé. Puis j'ai dit, ah putain, on découvre des choses. C'était en pleine nuit. J'ai dit, ah, on découvre des choses là, franchement, je dis ouais, quelque chose. Donc bah, après, tu vas de fil en aiguille. Et puis le pareillement, ça a été quelque chose parce que ça a été un peu le facteur de énormément de choses. Parce que je l'ai fait 5 fois. Mais en fait, c'est sur cette distance-là que j'ai commencé à m'évaluer, commencé à modifier mon process, mon parcours. Et puis c'est là-dessus. En fait, le pareillement, c'est vraiment la première histoire où je me suis fait connaître. Parce que je suis passé de la première édition quand j'avais 14 ans, habillé à l'arrache, à faire ça je crois que j'avais dû mettre 8h30 ou 9h, arriver à tout le monde, limite on me portait à la fin pour que j'arrive jusqu'au bout. Et la dernière fois que je l'ai fait, ça devait être quand j'avais 21 ans. Je préparais l'Ironman de Nice. Et là, par contre, j'y étais comme je suis équipé aujourd'hui. Et au lieu de le faire en 8h30, je l'ai fait en 4h20. Donc, je suis arrivé le premier à Mantes et il n'y avait personne parce que c'était une marche à la base. Donc, il n'y avait personne. Donc, tout était fermé. Et j'ai remis mes écouteurs et j'ai refait 15 km pour rentrer en courant jusqu'à chez moi. Donc là, les choses commençaient gentiment à changer, quoi. Ah, carrément, ouais, t'as tout de suite eu cette appétence du long. Ça, c'est Ouais. ce qu'on peut voir. Alors,
on va pas pouvoir lister tous les défis que tu fais parce que tu en fais beaucoup. Ouais. Euh, donc, ce que je te propose, c'est, bah, comme on s'est dit, c'est qu'on axe un petit peu notre épisode là autour de deux défis les plus récents en tout cas, et qui t'ont fait aussi pas mal connaître et qui ont aussi bah, contribué à ta notoriété aujourd'hui. Tu as fait l'UTMB en off en 2024 et tu as aussi fait ben, l'année dernière l'UTMM, donc l'Ultra Trail Montmartre, organisé par Casquette Verte. Donc à travers ces deux événements, bah, un petit peu, l'idée c'est un peu de comprendre bah, ce que tu vas faire, ce que tu vas y chercher, qu'est-ce que tu préfères faire dans le off plutôt que dans les courses officielles, comment tu te prépares physiquement, mentalement, etc. Que je te propose qu'on parle, si tu veux un peu nous présenter ton projet UTMB off que tu as fait en 2024. Ouais, bah, en 2024, donc j'étais encore à la caserne et puis moi j'ai commencé les projets, parce que là ça a son importance, j'ai commencé mes projets caritatifs à partir de 2017 quand j'ai créé la marque Iron 2F. Et donc du coup, je savais que je voulais continuer les off, mais que les off, je voulais les allier à des causes pour lever des fonds, pour aider ceux que je pouvais aider, quoi. Et donc, du coup, 2024, j'avais fin 2023, j'avais les points et j'avais voulu m'inscrire au tirage au sort du TMB. J'ai pas été sélectionné. Et donc, du coup, malgré que j'avais plus de 10 points, j'ai pas été sélectionné. Et donc, du coup, en rigolant à la caserne, j'ai dit, bah, en fait, c'est pas eux qui vont décider quand je fais le tracé du TMB. Si j'ai décidé que je voulais faire le tracé du TMB en 2024, je vais le faire en 2024. De toute façon, le tracé, il est téléchargeable en GPX. Bah, tu le télécharges, tu mets sur ta montre. Et puis, si ton... Mm. En fait, ce que je voulais, c'était de faire la trace. Que je le fasse quand il y a 100 000 personnes ou que je le fasse en solo avec mon équipe. Et donc, du Ok, coup, ça a commencé. tu voulais faire le tour du Mont Blanc, quoi. Une Je belle voulais faire trace. Ouais. la trace de l'UTMB. Et donc, du coup, on a dit, bah, quitte à le faire en off, on va le faire, on va monter un projet qu'on appellera, qui portera ma marque, la Broken Mont Blanc. Et puis, on va le faire pour lever des fonds pour les enfants malades. Parce qu'on a la fille d'un ami de la caserne qui est atteint par une maladie très rare, l'hémiplégie alternante. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, on va aller démarcher des sponsors, on va aller chercher des fonds, on va essayer de se faire aider pour nous avoir les fonds nécessaires pour pouvoir monter ce projet. Et en plus de ça, lever des fonds pour reverser à la fin pour les enfants malades. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Ça a pris 3-4 mois, je crois, pour monter le projet. On avait récolté, au total, je crois, même 15 000 euros sur la totalité du projet. Et donc, du coup, toute mon équipe s'est constituée autour de ma marque, autour de la marque Broken. Et on avait un staff médical, on avait des pacers pour le jour J, on avait énormément de logistique, toute la nourriture qui nous avait été fournie par Carrefour, Garmin qui nous avait filé la balise Garmin, la Heinrich, qui est très connue. On avait été aidé par beaucoup de sponsors. Moi, en 2024, en plus, je signe un contrat de sponsoring avec un équipementier. Donc moi, l'équipementier aujourd'hui, qui me suit toujours, il m'avait équipé complet, avait équipé mes pacers Tu aussi. peux le citer, il n'y a pas de Et donc, du souci. coup, ouais, c'est le magasin Run Green. Donc, ils sont quand même une entité nationale, hein, ils sont un peu partout. Et donc, du coup, j'ai signé un contrat avec eux. Donc, aujourd'hui, je suis leur athlète. Et c'est eux qui m'ont équipé justement pour ce projet-là aussi. Et puis, on a commencé à le médiatiser. On a pris un petit studio de production pour en faire un film. Et puis, on était parti pour le faire le 1er juin. Mhm. Et puis, en commençant à regarder la météo, en fait, 15 jours avant, on apprend il a jamais autant neigé sur Chamonix. Ça fait 50 ans qu'il n'a pas neigé comme ça sur Chamonix. On se dit, ouais. On se dit, bah, nous, tout est prêt, tout a été fait, tout a été calé en fonction de cette date-là. Donc, on ne pouvait pas faire demi-tour. Et puis, on s'est dit, bah, on y va et puis on verra bien si ça passe ou pas. Mais malgré les guides de montagne ne nous conseillaient pas trop, surtout nous, pour des banlieusards, vous y connaissez rien. En gros, vous y connaissez rien à la montagne. Vous feriez mieux de reculer. Comme on a dit non, non, nous c'est là. Donc on avait modifié un peu notre équipement, hein. Donc on avait racheté des chaînes pour mettre sur les baskets, on avait acheté des piolets Ouais. pour partir avec des piolets, on avait Carrément modifié partir un avec petit des peu. piolets pour faire l'UTMB, enfin la trace de On avait l'UTMB. des... Ouais, ben, heureusement qu'on les avait, hein. Ils ont sauvé la vie d'un de mes collègues, donc heureusement qu'on les avait pris. Et donc du coup on est parti un peu plus équipé que prévu. Et puis en plus dans le jeu, on s'est dit bah, ce qui serait vraiment drôle, c'est avec la grosse prépa que je m'étais mis, c'était de dire, et si on arrivait à plier l'UTMB dans la neige, en dessous de la barrière horaire officielle de l'UTMB qui est de 46 heures. Et donc, du coup, on s'était lancé ce défi-là. Mhm. Et puis, on a pris le départ le 1er juin, dans les conditions. Le premier col à monter, le col du Petit Bonhomme, ça a été, malgré qu'il était très, très enneigé,
Donc ça, j'ai des vidéos où je pourrais montrer, mais où on s'enfonce sacrément dans la neige. Donc on galère un peu à passer le premier col. Puis on se dit, ouais, c'est le premier col, quoi. On savait qu'il y avait le col Ferré qui allait arriver aux environs de 100 bornes. On a dit, col Ferré, à la base, on avait décalé le départ pour dire, bon, on va le passer de jour, ce sera peut-être un peu plus facile. Puis au final, avec les contretemps, je me suis retrouvé dans le col Ferré, il était 1 heure du matin. Donc dans le col Ferré, à 1 heure du mat, enneigé comme pas possible, et sur des traces qui n'avaient jamais été faites, enfin, dans cette neige-là, parce Ouais, c'est qu'il toi avait qui été faisais la trace là, recouvert. pour le coup. On faisait la trace parce qu'il avait été recouvert complet, on n'y voyait rien, il y avait du blizzard, des températures négatives, c'était horrible. Et donc, du coup, on a galéré à passer le col ferré, on l'a passé. Et puis, c'est surtout dans la descente, en fait. Dans la descente, on a vraiment galéré à redescendre parce qu'on avait on avait des coulées de neige qui passaient sur le chemin de l'UTMB, et en fait, qui nous bloquaient à chaque fois. Donc, ça nous marchait en biais. Et c'était vraiment délicat parce que tu prenais un petit bout de chemin et tout de suite, tu avais une coulée de neige où il y avait personne qui était passé. Donc, il fallait que tu fasses ta trace en biais Mm. dans la coulée de neige pour réussir à la passer et rattraper le Ah, chemin qui était derrière. Et c'est là, en fait, on plus a pris beaucoup compliqué. de Ouais. risques. Ouais, c'est là où on se rattrape avec les bâtons. Donc, on a pété 3 paires de bâtons. Et puis là, on a fini. C'est là où on a fini avec les piolets, où à chaque fois, bon, on plantait les piolets dans le dévers pour pouvoir avancer, quoi. Donc là, on a perdu pas mal de temps. Et puis après, quand on a réussi à passer le col ferré, on arrivait à la Foulie. Et puis là, la Foulie, moi, il me restait vraiment du jus. Mes paysseurs, ils étaient fatigués, ils sont montés dans les camions. Après, j'ai renquillé. Donc, de la Foulie, je suis reparti en courant. Je me rappelle très bien. En plus, on était à 110 ou 120 bornes. Et je redescends la Foulie jusqu'à la direction du lac. J'ai perdu le nom. C'est pas la Le lac. Combal, mais j'ai Oui, un voilà, doute. le lac. Ouais. Si, non, mais c'est ça. Et donc, du coup, sur un faux plat, je renvoyais du 13 km/h sur le faux plat, tellement j'étais à cran de ce col ferré où on avait perdu énormément de temps, Mm. quoi. Et puis, au final, on finit la trace de l'UTMB. Je l'ai fini en un peu moins de 41 heures, je crois, dans la neige. Donc on était super contents. Le projet est vu jour. En plus, il y a une petite qui était atteinte par la maladie, ses parents l'avaient emmenée, une petite de 2 ans et demi, Lia, là, dont je suis le parrain aujourd'hui, Mm. de l'association. Et donc du coup, la petite était là à Chamonix. Donc on est arrivés tous ensemble dans Cham avec. C'est sûr que les gens qui étaient aux terrasses, les gens qui étaient dehors, ils savaient pas ce qu'on venait de faire. Mais nous, on savait ce qu'on venait de réaliser. Pour nous, c'était incroyable. On avait fait l'UTMB, hors UTMB, donc hors la grosse organisation, juste avec nous, notre organisation, nous, où on était 14. Mais par contre, tout était cadré et on l'a fait. On l'a fait en moins de 46 heures. Et puis on l'a fait pour la bonne cause. Et au final, on a levé plus de 10 000 € pour les enfants malades. Donc tout Ah était ouais, bon, sur ce quoi. projet-là, tu lèves 10 000 euros? Ouais, 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 c'est 10 beau. 000 euros. Donc on a produit le film qui est sur YouTube aujourd'hui, La Broken Mont Blanc. Ouais, que j'encourage tout le monde à aller voir parce qu'il est vraiment canon. Ouais, Et on se rend ça c'est vraiment bien gentil. compte de ce que tu dis là. Ouais, La neige ouais, et c'est tout. ça. Putain, la On guerre, quoi. voit. Ouais, c'était ouf. Et donc, du coup, on a eu le film, et puis après, bon, on a fait une conférence pour un peu booker le projet. Et où on a fait ça, j'étais super content parce qu'on a fait ça le comble à la conférence. Et du coup, on a diffusé le film sur grand écran, et puis on a reversé les fonds à l'association, quoi. Puis le projet, il avait été de A à Z, il avait été bouclé. Donc là, il y a quelque chose qui s'était créé. Là, on a dit, on peut plus s'arrêter maintenant. Faut des projets comme ça, faut en faire d'autres. C'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Et là, on en remonte d'autres pour cette année. On en monte des plus gros. On va aller plus loin. On va faire plus long, plus dur. Enfin, on va partir dans des projets qui sont beaucoup plus gros aujourd'hui. Ok, tu veux. C'est encore secret ou tu peux en parler? Non, non, là, je peux en parler parce que j'ai fait un premier post sur Instagram justement pour parler du projet là, qui s'appelle l'Ultra Celia. Mhm. Qui aura lieu mi-juillet. Et l'Ultra Celia, donc du coup, c'est toujours pour la petite que je parraine, qui est atteinte par une maladie rare, l'hémiplégie alternante, là, qui touche un enfant sur 1 million. Donc, il n'y a plus de recherche, plus de traitement par manque de fonds. Donc, nous, on continue à se battre pour elle. Donc, j'avais fait pas mal de off, justement, pour continuer à parler de la maladie. Et l'Ultra Celia, c'est un ultra qui va partir d'Annecy, un tout petit peu à côté d'Annecy, de chez l'IA, justement, et Mhm. qui va aller jusqu'à la famille de l'IA qui habite à Valois, dans les montagnes. Ouais, à Et donc, côté du du coup, cette trace Galibier. fait. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, cette trace fait 175 km et 12 000 mètres de dénivelé positif. Ok. Et elle passe à travers les montagnes. Donc, ça sera pour le week-end du 13 juillet. Et j'ai commencé à diffuser sur Instagram parce que je me suis dit que s'il y en a qui étaient courageux et qui voulaient venir vivre un petit morceau d'aventure avec nous, il n'y avait aucun souci, c'était avec grand plaisir qu'ils viennent. Nous, on est organisé, on y va avec le minivan, on y va avec tout mon staff et tout, même plus parce que là, je cache rien, mais je suis en train de voir pour signer avec une prod
mais cette fois-ci une prod officielle, qui est celle qui fait les films de Cascade Verte. Donc Ok. c'est en cours, mais il y aura sûrement un film de très très bonne qualité qui va être tourné sur ce projet-là. Et donc du coup là, on va monter, on va essayer de monter d'un créneau et on a prévu vraiment énormément de choses pour ce projet. Ça va être énorme. Donc non, non, celui-là, ça va être le gros projet de cette année. Après, j'en fais bien sûr, je continue à en faire des petits comme j'ai l'habitude de faire, quoi. J'ai vu que tu avais fait un petit il y a pas longtemps. Alors là, quand je dis il y a pas longtemps, pour resituer, on est le 21 avril quand on fait l'enregistrement. Tu as ramené la Sophie la girafe aussi, en traversant les Et- montagnes. Ouais, je peux parler vite fait de ça parce que c'est assez court et c'est assez rigolo. C'est que j'ai interpellé. En fait, notre but, c'est d'interpeller par rapport à la maladie de l'IA. Et puis, c'est surtout de sensibiliser et de faire prendre conscience un peu des choses et de voir dans le monde dans lequel on vit, des fois, on oublie certaines choses. Et c'est que Sophie la girafe, qui est un jouet qui est fabriqué depuis 60 ans et qui est fabriqué dans la ville où habite l'IA. Et l'IA a Sophie la girafe depuis qu'elle est née. Et Sophie la girafe, c'est un jouet qui a 60 ans, qui traverse les décennies, qui est ultra résistante, qui est ultra reconnue et qu'on défend aujourd'hui. Et j'avais besoin de me servir de ce jouet-là pour dire, bah, écoutez, moi, je vais faire vivre Sophie la girafe pour la ramener jusqu'à l'IA. Et pour montrer que les deux, en fait, elles sont un peu similaires, c'est que les deux mènent le même combat. Sophie la girafe mène son combat depuis 60 ans pour exister dans un monde qui passe son temps à se développer et avec une industrie mondiale qui lui fait énormément de tort. Donc elle se bat avec ses propres armes. Et l'IA se bat face à une maladie qui n'est pas reconnue, face à un manquement d'aide de l'État qui est juste incroyable. Enfin, elle se bat tous les jours. Les deux se battent, en fait. Les deux sont deux enfants qui se battent. Et donc, du coup, il était important pour nous de créer une petite histoire qui a duré une semaine et demie. Mais il était important de créer cette petite histoire. Et donc, du coup, j'ai demandé à Antoine Clément, qui est basé sur Annecy, qui est un ultra trailer, qui a un très gros niveau aussi, hein. Il a traversé l'Amérique, il a fait plus de 4000 kilomètres en 65 jours à Ouais, pied. ouais, bah il a eu la gentillesse de passer dans le podcast, dans les tout premiers épisodes, ouais, Voilà. effectivement. Donc, je l'avais contacté, on a sympathisé, et donc, du coup, il m'a dit, bah ouais, avec plaisir, on le fait ensemble. Donc, on est parti d'Annecy avec la petite girafe que j'ai accrochée sur le dos d'Antoine, et puis on a été vu. On a fait une quarantaine de kilomètres avec presque 2000 de dénivelé pour aller jusqu'à chez l'IA, et puis finir chez l'IA avec la petite photo avec l'IA. Et en plus de ça, moi qui ne sais pas faire les choses à moitié, on avait contacté l'usine de Sophie Mm. la girafe, et puis ils nous ont répondu directement. Et le lendemain, on était avec l'IA dans l'usine. Et puis, en fait, on est arrivé, ils nous avaient préparé plein de cadeaux pour la petite et tout. On s'est pris en photo là-bas. Et puis voilà, toujours pareil, l'histoire de boucler la boucle et puis que le projet voit son terme, quoi. Ouais, c'est des chouettes projets. Enfin, c'est des projets qui ont du sens, qui vivent, et c'est ce qui est chouette, je trouve, dans le off aujourd'hui. Alors, moi, je suis pas du tout pour dire le off, c'est mieux que les courses, juste complètement différent, quoi. Moi, je trouve ça trop cool d'attacher un dossard et d'aller se faire la peau contre d'autres. Mhm. Et par contre, bah voilà, le off te permet de véhiculer d'autres choses, et c'est vrai que petit à petit, dans le podcast, j'aime bien recevoir des gens bah, comme toi qui ont une histoire et qui font des offs pour quelque chose. Et c'est ça c'est ça que je trouve que je trouve trop intéressant. Et là, dans ce que tu viens de nous dire, bah, on voit bien ce qui t'habite, quoi. Donc, franchement, c'est cool. Ça joue sur l'aspect mental, hein. De toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais, bah, tu vois, c'est ce que j'allais te demander. Niveau prépa, bah, déjà, tu cours depuis 14 ans, voire plus. Donc, la prépa, elle se fait dans le flow, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, tu t'entraînes tout seul ou t'es entraîné par quelqu'un? Alors, je m'entraîne beaucoup tout seul et parce que bah, c'est souvent des trajets boulot, donc je suis tout seul. Et après, sur le point de vue physique, quand je fais des grosses sorties, j'aime bien appeler deux, trois copains de temps en temps, dire, enfin ceux de mon équipe surtout parce je sais qu'ils ont un bon niveau et puis ils suivent quand même pas mal. Il y en a même qui sont sur des distances comme du 30 ou du 40 bornes. Il y en a qui vont être capables de me mettre la pilule. Mais en tout cas, on arrive à s'entraîner ensemble puis à se tirer la bourre. Ou comme hier, tu vois, une petite anecdote rigolote, mais Ron Green a intégré un nouvel athlète hier. Donc comme ça, on est deux. Et c'est une petite qui a 22 ans, qui s'appelle Zoé, et qui est championne de France, championne de France universitaire du 10 km. Donc quand même, qui a un bon niveau, hein, qui gagne les courses dans le coin et tout. Et puis la petite, elle veut basculer après gentiment sur le long.
qu'elle m'a dit, ah bah, je viendrais bien m'entraîner avec toi. Donc, tu vois, hier, j'étais faire 30 bornes. Enfin, je l'ai emmené avec moi faire mes séances de côte et tout ça. Et donc, j'aime bien partager, en fait, parce que je me suis dit, tu vois, c'était la première fois. Bah, on a partagé, on a échangé plein de choses. Puis, en final, je lui parle du projet de cet été. Puis, elle me dit, bah, je veux venir avec vous. Donc, au final, bah, cet été, elle vient avec nous dans les montagnes Ah, c'est faire trop un cool. combat pour la petite. Donc, tu vois, tu vois, c'est ces histoires-là qu'on rencontre qui sont juste incroyables, quoi. Donc, non, je m'entraîne principalement quand même tout seul, hein. Franchement, comme ce matin où je vais faire mes séances de coach, je préfère, je suis dans ma bulle et puis Ça je trouve marche. ça Ouais, ouais, plus. bah, ok. Je vais faire un lien avec l'UTMM dont on parlera juste après. On a pas mal parlé quand on s'est eu au téléphone de préparation mentale. Mm. Forcément, c'est un peu le thème du podcast, tu me diras. Mais toi, tu as une manière de voir ça vraiment bah, originale, je trouve. T'es très autodidacte. Mais par contre, je veux dire, ça rigole pas, quoi. Quand tu te prépares mentalement, tu te prépares, quoi. Ouais, ouais, en fait, j'aime bien aller repousser toutes les limites que je peux repousser pour savoir jusqu'où je vais résister, en fait, sur le point de vue psychologique. Et puis, je me dis, si même à l'entraînement, j'arrive à m'infliger des séances qui soient pas sur le plan physique, mais sur le plan mental, qui soient plus dures mentalement à absorber que ce que je vais absorber le jour du off ou le jour de la course officielle comme l'UTMM. Je me dis que c'est que du plus pour moi. Donc c'est vrai que par exemple, quand je préparais l'UTMM, bah, je me suis infligé des séances qui étaient juste insupportables. Elles étaient, mais vraiment, elles étaient catastrophiques en termes de mental. Enfin, il y avait pas pire que ça. Enfin, même à n'importe qui, tu dis, lève-toi à 5 heures du matin et puis va faire de 300 ou 400 ou 500 allers-retours dans tes escaliers de ta maison qui font 14 marches À à l'enfer. 5 heures du mat. Ouais. C'est l'enfer. C'est franchement, et puis en plus, je le faisais le matin, je faisais 12 heures de taf la journée, je rentrais le soir, je refaisais, des fois, je pouvais faire 1000 allers-retours dans les marches, quoi. 1000 allers-retours, j'ai fait il y a une semaine, je crois il y a une semaine, je m'étais amusé à faire amusé entre guillemets, mais je m'étais amusé à faire les séances que chez moi. Donc j'avais fait matin, soir et j'ai fait que chez moi, que dans mes escaliers donc 14 marches, hein. Ouais, Que dans mes c'est pas 14 marches. beaucoup. C'est vraiment pas Et beaucoup. parce que je m'étais amusé à mesurer chacune de mes marches pour être sûr du dénivelé que je prenais. Et j'avais pris 10 000 mètres de dénivelé dans mon escalier chez moi, dans ma maison, juste sur mon 14 marches. Enfin, c'était mentalement, enfin, j'ai poussé le truc au maximum, quoi. Je dis non, là, il faut que je me trouve les raisons. Et ce qui est assez drôle, c'est que tu fais ça, mais pendant que tu es en train de faire ta séance, tu cherches tout dans ta tête pour te dire, mais pourquoi tu le fais, tu vois? Et pourquoi tu es en train de faire ça? Enfin, c'est insupportable. Tu pourrais être tranquille, posé ou en train de dormir, mais non, tu es là, tu fais tes allers-retours comme un bête, là, 14 marches, ou comme quand j'ai été faire la tour à la Défense, là, où j'avais demandé l'accès par l'escalier de service. C'est une tour qui fait 46 étages, et puis pendant toute une matinée, je faisais que ça, monter les 46 étages en courant, je redescendais, je montais, je redescendais, je montais, je redescendais. Mais en fait, je me suis dit, si je continue à m'entraîner dans mes champs ou dans mes côtes comme j'ai l'habitude, je vais pas me préparer mentalement à affronter l'UTMM, qui est quand même voilà, 271 fois l'aller-retour de l'escalier du funiculaire. Pour ceux qui le connaissent, enfin, c'est long, quoi, c'est chiant. Donc, je me suis dit, si je me prépare gentiment dans mes champs avec ma petite musique sur mes oreilles et puis avec le petit soleil qui me caresse les oreilles, tu vois, je me dis, bah, c'est sympa, tu vois, mais quand je vais me retrouver là-bas avec la populace et puis à monter des marches, bah non, en fait, je serais pas du tout préparé. Donc, il fallait que mon entraînement soit plus chiant, vraiment plus chiant que ce que j'allais affronter, tu vois. Et du coup, ouais, je comprends bien, tu vois, le fait de... Là, en fait, ce que je ressens, c'est que tu te construis un mental fort, quoi. Mental d'acier, c'est-à-dire jamais le jour de la course, tu vas te lasser de ce que tu fais parce que, comme tu Non. dis, tu as fait tellement plus chiant avant que, ok, limite, les marches du funiculaire, c'est fun, quoi, par rapport à ce que tu auras Ouais. préparé. Mais, et est-ce que du coup, tu testes des trucs, genre, je sais pas, bah, faut manger pendant des off, bah, si tu manges pas, tu peux difficilement courir. Faut gérer les imprévus. Tu vois, un imprévu, ça peut être n'importe quel imprévu. Un imprévu ça peut être bah, le temps qu'il fait. On fait un sport d'extérieur la plupart du temps, sauf quand tu cours dans tes escaliers. Mais euh, comment tu gères ça? Bah après, les imprévus, c'est compliqué parce que je suis pas vieux en soi, j'ai 34 ans, mais ça fait 20 ans aujourd'hui que j'apprivoise le long. Donc ça fait 20 ans que j'apprends à me connaître. Donc des erreurs, j'en ai fait plein, même en course, hein. J'ai fait plein d'erreurs, que ce soit sur la nutrition
des façons d'aborder les courses. Aujourd'hui, j'en fais moins. Donc, il y a des choses comme l'UTMM où il y a plein de points que j'avais quand même bien préparé, que ce soit sur la nutrition. Moi, mon staff qui était avec moi, alors oui, quand on arrivait à Montmartre, on nous regardait un peu du coin de l'œil parce que nous, enfin, on a une organisation qui fait bizarre quand tu nous vois parce qu'on est tous habillés en noir, on est tous avec ma marque Broken et puis par contre tout est carré. Tu as la table qui est posée, tu as toutes les bouteilles qui sont alignées, enfin, nous tout est prêt, on sait déjà à l'avance ce qu'on va faire. Et en plus de ça, moi tu vois, quand j'étais dans la voiture pour aller à Montmartre, mon équipe, je les ai regardés, j'ai dit écoutez, on va là-bas, mais j'y vais pour le gagner. J'y vais pas pour autre chose. J'y vais pour le gagner parce qu'en plus, on savait, par exemple, je prends l'exemple de Montmartre, mais c'est que moi, on voulait, et en toute franchise, en toute honnêteté, on voulait se servir de Montmartre, de la notoriété de cet événement, pour pouvoir faire parler de nous et qu'on nous connaisse par rapport à nos combats et nos projets off et tout ce qu'on fait pour les enfants malades. Je dis, si je gagne Montmartre, on va me reconnaître encore un peu plus. Et donc, on aura encore plus d'appui et plus de soutien quand on va monter nos prochains projets off. Je ne gagnais pas mon marque pour moi, je gagnais mon marque pour mon équipe et pour nous, pour les projets qui allaient venir, pour tout ce qu'on allait mettre en place. Donc, tout le temps où j'étais dans les escaliers, quand j'ai vu, euh, quand j'ai vu Diego qui avait un coup de moins bien, quand j'ai vu Dorian qui avait un gros coup de moins bien, qui était pâle et tout, bah, moi, sur mon visage, même si j'avais des douleurs internes, même si j'avais mal aux jambes, même si tu peux demander à qui tu veux dans Montmartre, il n'y a personne qui, sur mon visage, aurait pu lire que j'avais mal. Je ne, je- j'avais, je- Mais ça, je pense que les sports de combat y ont beaucoup joué, mais j'avais un visage qui était fermé, brut, et il est resté le même du début à la fin. Je ne voulais rien laisser percevoir. Je voulais leur montrer que j'avais pas mal et que moi, je resterai à mon rythme, quoi qu'il arrive, du début à la fin. Et c'est pour ça, j'arrive, je finis correctement la course, quoi. Mais on avait un objectif, on a tout mis en place pour aller jusqu'au bout. C'est pour ça que j'avais mon ostéo qui était là, la kinésiologue, la sophrologue. Il y a eu un moment pendant l'UTMM, j'ai eu une cheville qui s'est bloquée. Je suis redescendu en 5 minutes. Mon ostéo m'a débloqué la cheville. Je suis reparti. Enfin, tout était calé, quoi. Ah, c'est impressionnant. Et tu vois, t'as parlé de sophro aussi. Pendant l'UTMM, ça t'est arrivé de faire un truc, enfin, je vais pas te dire une séance, hein, on n'est pas. Mais je sais pas, un exercice, un truc particulier. Ça peut être des trucs, des fois, une relaxation, un truc pour redescendre le sternum, pour respirer, je sais pas. Alors, avec la sophro, non. La sophro, on bosse en amont. C'est-à-dire que je fais des séances et puis je fais des grosses écoutes sur la relaxation, pour m'aider à m'évader un petit peu, pour m'aider à faire le point sur moi-même et puis pour m'aider à me reconnecter à mon corps et puis à mes sensations. Par contre, la kinésiologue qui a des techniques, enfin, qui exerce depuis 19 ans, qui était là et qui me suit sur tous les événements, quand on arrive sur place, avant que je prenne le départ, par exemple, elle me conditionne. Ça veut dire qu'elle fait plein d'exercices sur mon corps où elle va frotter ou appuyer à des points précis elle va me tester, elle va voir mes membres, elle va travailler sur mes symétries et sur mon ressenti. Et puis, une fois qu'elle a testé, après, elle sait ce qu'elle doit finir de peaufiner. Elle touche certains endroits, elle frotte certains endroits, elle me demande de faire certains exercices pour que le corps soit prêt à ce que je vais faire. Et puis, pendant la course, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, un ressenti qui ne va pas, ben, elle peut intervenir et puis me faire un exercice en 2 secondes pour dire, attends, je te remets vite fait en place. Je vais te remettre d'accord avec tes deux jambes, quoi. Ça me fait penser, du coup, tu as des sortes de routines. Là, on parle de ta kinésiologue, par exemple, d'avant-course, parce que bah, du coup, tu as quand même t'as pas mal de responsabilités, tu vois. Tu y vas pour une asso, c'est la tienne, tu vois les choses en grand, tu veux faire les choses bien, tu vas pour gagner, tu vois. Tu te mets quand même des couches de pression qui sont choisies, hein, Mm. c'est toi qui les mets. Oui, Mais oui, oui. tu le vis bien avant les courses ou justement tu sors. Comment tu gères ça? Après, on va dire que sur la prépa, je suis toujours à peu près pareil, c'est-à-dire que je vais me mettre plein tarif pendant 6 semaines à peu près, mais plein tarif en fonction de la course que je vais faire, hein. Il y a 2, 3 ans, par exemple, je préparais les 100 kilomètres de Millau et puis les 3 semaines après, je faisais les 100 kilomètres France sur route. Bah, la prépa, elle n'était pas la même. En plus, c'était là où je commençais à me dire, je vais essayer de performer. Tu vois, c'était là où j'avais fait
top 10 à Millau et puis j'avais fait sixième au France sur le 100 km. Mais là, je courais en carbone, je faisais que de la route, je prenais pas de dénivelé et la prépa n'était pas la même. Là, quand j'ai préparé l'UTMM, bah, c'était des escaliers pendant X temps, pendant 6 semaines. Ouais, bien Et sûr. une semaine avant, on stoppe tout. Et là, par contre, je passe sur la partie médicale. Donc, j'ai mon ostéo qui me retravaille un peu tous les muscles, qui me remet d'équerre, qui me remet bien. Je fais des séances avec la kinésio pour pareil, pour qu'elle me retravaille tout pour essayer de voir si tout va bien, la sophrologie. Je fais énormément de visualisation. J'étais à Montmartre quelques jours avant la course. J'ai été enregistrer le parcours. La visualisation, en ultra, c'est quelque chose qui est surpuissant. Quand tu sais le travailler, la visualisation, ça veut dire que, en fait, si tu sais faire de la bonne visualisation, que tu sais vraiment t'en servir, ta course ne devient plus celle que tout le monde voit. Ça veut dire que, par exemple, moi, quand je suis arrivé à l'UTMM, elle n'était pas la même que les 1000 spectateurs qui étaient là, parce que pour moi, j'avais pas 271 allers-retours à faire. Pour moi, j'avais 100 allers-retours à faire. Une fois que j'avais fait les 100 allers-retours à faire, il m'en restait 100 à faire pour qu'après, il m'en reste plus que 71. Tu vois, en fait, on l'avait décomposé. Donc, avec mon équipe, avec mon staff, on l'avait décomposé en 3 parties. Et en fait, à aucun moment dans la course, je me suis dit, j'ai 271 allers-retours à faire. Je faisais les 100. Une fois que j'avais fait les 100, j'ai pris une bonne pause, j'ai pris de la soupe. Mon ostéo, elle m'a un peu regardé tout ce qui allait bien et tout. Je me suis relevé, je suis reparti pour 100. Et après, à la dernière, j'ai dit, bah, c'est bon, ouais, on a fini le taf, il nous en reste plus que 71 et on a fini, on repart, quoi. Mais C'est à en aucun combien de temps moment, que tu je me avais suis fait ça, dit, excuse-moi? 18 heures. Mais du coup, la visualisation, Mais ouais. c'est un truc qui est vraiment surpuissant, quoi. Quand tu sais un peu le travailler, ça marche de fou, hein. Bah oui, là évidemment tu prêches un convaincu. Je viens juste de sortir un épisode avec Émeric Guillot, qui est un docteur en Mhm. neurosciences, enseignant-chercheur à Lyon, à l'université de Lyon, et qui est spécialiste de la visualisation en France, qui est assez reconnu. Il a sorti un dernier bouquin il n'y a pas longtemps, je l'ai fait passer sur mes réseaux. C'est absolument fantastique en fait. Vraiment, Non, non, euh, mais c'est sûr. tu vois, c'est ce qu'on se disait avec lui. Il y a, allez, 30, 40 ans, la visualisation, tous ces trucs-là, c'était un peu de l'ordre du chamanisme, quoi. Tu sais, ouais, t'y crois pas, c'était de l'ordre de la croyance. Voilà. Mhm. Aujourd'hui, avec les travaux qui ont été faits, alors toi, c'est empirique, c'est toi qui l'as fait, tu peux te dire, je l'ai fait, ça marche, mais il y a des travaux maintenant, il faut que ce soit prouvé dans une société moderne et occidentale. Sinon, ça marche pas, ça rentre pas dans les têtes. Ben, les travaux te montrent voilà, les zones du cerveau qui sont activées, les mêmes, des exercices qui sont faits, il y a des gains de force. C'est hallucinant, tu vois, il n'y a pas des gains de volume, mais il y a des gains de force pour des sports de musculation, par exemple. Nous, on est très en retard, on a pas mal parlé de sport d'endurance, parce que, étonnamment, il me disait, c'est bizarre parce qu'il y a des sports, genre des sports d'agilité, tu vois, du tir, du basket, sport de combat aussi, où c'est très utilisé. Il décortique le mouvement dans la tête, le tennisman, etc., le golfeur. Et par contre, le sport d'endurance a été complètement passé à côté du truc pendant des années parce que pas forcément utile au premier abord, quoi. C'est cool que tu en parles parce que c'est juste plus qu'utile, quoi. Tu peux te mettre dans des situations, tu peux préparer des situations, tu peux, ce que tu as fait, visualiser des situations et le fait de le faire, ça change tout. Et c'est ce que tu viens de nous dire. Mais d'ailleurs, toi, tu dis, je suis allé les filmer, les escaliers? Pour les Bah revoir. ouais, j'ai été les faire, ouais. J'ai été les faire quelques jours avant pour faire chaque marche, pour visualiser chaque marche, pour les connaître, pour être là, pour aller, je vais parler bizarrement, mais pour aller leur parler, tu vois, pour aller leur dire, j'arrive. Tu vois, je suis venu là, je vous regarde, j'ai compris, je vais voir ce qui va se passer, mais je suis venu. Tu peux pas le faire tout le temps. C'est sûr que quand tu pars sur des ultras, tu vas aller faire la diagonale des fous pour la première fois et tout, tu peux pas le faire tout le temps. Mm. Mais par contre, tu peux te permettre à visualiser certaines choses, tu vois. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir, par exemple, quand tu pars sur un ultra, d'avoir les tracés. Donc moi, c'est ce que je fais. Par exemple, quand j'avais fait l'ultra de Nice, le 170 là-bas UTMB, bah, je n'avais pas été là-bas, mais par contre, tout le tracé, je l'avais travaillé. Donc du coup, je l'avais saccadé, je l'avais coupé, je l'avais appris, j'avais dit, OK, bah là, là, il y a une première partie, là, une deuxième partie, là, ça sera ça, ça, ça. Et là où j'avais vraiment pris conscience que la visualisation, ça avait un pouvoir énorme, c'est en 2023 quand j'ai fait les 200 km en moins de 24 heures là, pour les orphelins des sapeurs-pompiers. J'avais fait 200 km sur une boucle de 2 km autour de ma caserne. Et donc, du coup, j'appréhendais un petit peu parce que j'avais jamais
j'avais jamais dépassé 120 km. Donc là, je poussais la barre jusqu'à 200 km et en plus, le deal, c'était de le passer en moins de 24 heures. Et donc, du coup, on a énormément travaillé sur le point de vue physique. Je savais que j'allais résister, mais j'ai dit sur le point de vue mental, enfin, il faut quand même que je sois d'accord avec le fait de faire 200 bornes. Donc, comment on va faire? Donc, comment on a fait? C'était simple. On a coupé en 4 fois 50. Et les 4 fois 50, ça a été un flash, en fait. Ça a été une découverte. J'ai dit, mais en fait, 4 fois 50, c'est génial. Parce qu'en fait, 4 fois 50, c'est quoi? T'as ton premier 50 bornes, tu le sais, quoi qu'il arrive, celui-là, il est réglé, tu es en pleine forme, il n'y a aucun problème. Ton deuxième 50, ça va être le seul problématique parce que le deuxième 50, il vient après le premier et c'est le seul qui a un peu d'inconnu parce qu'il est, voilà, il est un peu bâtard, il est entre les deux. Donc celui-là, tu vas serrer les dents, tu vas le passer, mais Ouais, ça va t'es aller. encore au Quand début, mais t'es pas encore à la moitié. C'est ah chaud. là, tu es encore entre les Ouais, c'est deux, tu bâtard. sais. Ouais. Et par contre, une fois que tu l'as passé, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu l'as passé, tu arrives sur ton troisième 50. Ton troisième 50, on ne l'appellera pas le troisième 50. On va l'appeler l'avant-dernier. Parce que Mm. dans l'avant-dernier, il y a dernier. Donc ça veut dire qu'on est déjà mentalement, en train de basculer vers le mot dernier, vers le mot fin de la course. Vers la Et une fois réussite, que le quoi. dernier 5, voilà, et une fois que le dernier 50 il est passé, je t'en parle même plus. Moi, Mm. ça a été la libération. J'ai attaqué le 151e kilomètre. Ils m'ont vu sourire. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Bah, les gars, ça y est, on est au quatrième, on est au dernier. On est au dernier quoi? Bah, je dis, on est au dernier. C'est le dernier quart. C'est le dernier, c'est 50. La course, elle est finie, les gars. Il reste 50 bornes. Ouais, mais attends, je dis, non, non, ça y est, c'est fini. Je dis, tu vas voir, là, c'est terminé. Je vais courir, là, ça y est, c'est fini. La course, elle est terminée. Je sais que il n'y a plus rien qui m'arrêtera. Et en fait, le fait d'avoir saccadé en 4 parties comme ça, c'était de la visualisation qu'on avait poussée au. Mais c'était magique. Je ne me serais pas vu le faire sans ça. C'était incroyable. Ouais, comment tu l'as travaillé en amont, du coup? T'avais des séances quotidiennes, comment tu l'as travaillé? Alors, vu que je savais que le 200 km, j'allais le couper en 4, quand je faisais des grosses séances le dimanche ou en semaine, ou quand j'avais besoin de faire des grosses séances, par exemple, si je partais faire un 40 bornes, eh ben mon 40 bornes, je le coupais en 4. Et je dis, bah, tu vois ce que tu vas faire là, ça va être la même chose, en plus important, le jour J. Donc, je faisais un 40 bornes, donc j'avais 4 fois 10 à faire. Et visuellement, bah, ma montre, elle sonnait à 10 km. Je disais, bon, bah, ça, y est, je suis dans la deuxième partie. Par contre, dès que j'ai attaqué la troisième, bah, ça y est, je suis dans l'avant-dernière et la dernière. Et ce qui est marrant, c'est que ce mécanisme, il est resté. Et je l'ai encore aujourd'hui. C'est-à-dire que sur certaines courses, des fois, je me suis dit, quand je le saccade, des fois, je m'amuse à le couper en 4. Et là, je dis avant-dernière, dernière. Et quand j'arrive dans la dernière, j'explose. Et c'est là, des fois, que je regagne des places ou je repasse devant parce que mon cerveau, tout de suite, il a switché. Puis il a dit, ouais, ça y est, t'as plus qu'à terminer ce que tu avais commencé. En plus, avec les montres maintenant, tu peux te mettre un écran spécial de l'app de Tour. Ouais, ouais, c'est ça. Et moi, sur le premier 100 km que j'ai fait l'année dernière, c'était à l'Ultra 01. Pareil, j'ai jamais fait ça à une telle distance. J'ai jamais dépassé 50-60 bandes par semaine, mais bon, j'étais quand même bien préparé. Enfin, je estimais être bien préparé. Mais par contre, la distance, vraiment, dans la tête, elle me faisait peur, quoi. Ouais, Et ouais. je me suis dit, comment je vais me comporter au bout du 60e, du 70e, etc. Et en fait, j'avais juste gardé en visuel un écran de montre que j'avais fait que pour ça au départ, avec que le temps où je lapais en fait à chaque ravito. Et je savais en fait que c'était. Bah, j'avais fait 20, 20, 20, 20, 20. Et j'avais pas fait les ravitaux d'eau, hein, mais vraiment les gros de tous les 20 bornes. Et du coup, à chaque fois, je regardais la montre, je fais OK, 20 km. Dès que je passais, je relapais, je repartais à zéro. Et ça me faisait. T'as pas cette impression de ouais, d'empiler des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres et d'être dans un truc un peu genre infini où quand t'es au 40e, tu te dis attends, il en reste 60, je suis déjà un peu cramé. Enfin, Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est la même chose, en fait, hein. mm. Mais Mais c'est ouais, après, avec les outils, du après, coup, tu peux te préparer avec ces outils-là aussi. Enfin, tu peux te préparer, tu peux t'aider de ça, quoi. Après, sur le long, il n'y a pas que ça, hein, parce que moi, j'ai été autodidacte sur plusieurs choses, mais j'ai été aussi sur ça, et puis sur l'auto-hypnose aussi, où j'ai énormément travaillé, j'ai lu pas mal de recherches, j'ai fait pas mal d'expériences pour essayer de développer cette partie-là, parce que j'y croyais depuis le début, et puis j'ai dit c'est obligatoire que ça, on peut arriver à le contrôler. Et puis aujourd'hui, je dis pas que je le contrôle à 100%, mais l'auto-hypnose sur un ultra, je sais le gérer maintenant aujourd'hui, et ça m'aide à faire passer pas mal de bornes, quoi. Et alors, ça m'arrive des fois de m'en servir dès le début pour oublier un peu l'effet de foule. Et puis surtout, au début d'un ultra, aujourd'hui, moi qui suis un peu compétiteur, quand je vais sur des courses, je pars assez fort. Donc devant, ça tire, le groupe se tire quand même. Donc l'effort cardiaque est plus important, la foulée est plus importante, tu es un peu en dehors de ta zone de confort. Donc quand tu veux te déconnecter, je sais que là, j'utilise l'auto-hypnose. Et puis la deuxième phase, je m'en occupe enfin, je la mets en place
quand on commence à dépasser les 100 bornes, 100-150 km, tu as pris 8000 mètres de dénivelé et là que tu commences à avoir les jambes un peu raides et puis qu'il faut quand même continuer à relancer et tout ça. Donc là, tu en refais pour rentrer dans ta bulle vraiment et plus penser à rien et puis à te dire, enfin, tu penses beaucoup moins à la douleur et tout ça. Donc l'auto-hypnose, moi, je m'en sers comme ça et je la mets en place d'une façon assez simple et qui marche très très souvent. C'est que je baisse la tête, je visualise que le sol et en visualisant le sol, je me répète toujours la même phrase et ça fait des années que je répète la même phrase. Moi, je répète toujours kilomètre après kilomètre, pas après pas, kilomètre après kilomètre, pas après pas. Et ça, je vais le répéter pendant 2-3 minutes en fixant que le sol, en voyant le sol qui défile sous mes pieds. Et il y a un moment, mon cerveau, il se déconnecte. Donc, moi, je rentre dans cette phase où, comme quand on voit les gens, des fois, qu'on voit qui ont le regard, qui sont figés, puis on passe la main. Ouais, t'es là? Ouais, t'es là? Ouais. Et puis les gens, ils sont là. Ah ouais, désolé, Bah, on rentre dans cette phase-là, en fait, hein, mais on la contrôle. C'est-à-dire qu'on rentre automatiquement dans cette phase-là de façon volontaire. Et c'est ça qui était incroyable. Je savais que c'était faisable. J'ai mis du temps à y croire. J'ai lu pas mal de recherches, écouté des podcasts et regardé des vidéos là-dessus. J'avais du mal à y croire quand même. Et puis un jour, j'ai lu une recherche sur je crois que c'était un Américain qui courait avec deux montres. Il avait sa montre de chrono et puis il avait sa deuxième montre qu'il actionnait qu'une seule fois qu'il arrivait à rentrer en auto-hypnose. Donc il a fait l'expérience sur un an et puis au début, il arrivait à rentrer 5 minutes sur 60 minutes en auto-hypnose. Et puis à la fin de ses expériences, à la fin de ses tests, et puis quand il a réussi à vraiment être performant là-dessus, il pouvait faire des séances de 60 minutes où il était 55 minutes en auto-hypnose. Donc je trouvais C'est ça fort. incroyable. Et je dis non, il faut que je développe ça, il faut que j'arrive à le faire. Et aujourd'hui, j'arrive à le faire sans problème sur un ultra. Et ça me fait passer les ultras. Déjà, d'une, ça me fait passer l'ultra beaucoup mieux. Et de deux, j'ai plus la sensation à la fin des ultras de me demander qu'est-ce que je fous là et plus jamais tu me reverras sur un ultra. Ce que je me disais au début quand j'ai commencé, je passais à une d'arrêt, je disais, ah, putain, mais c'est quoi ce sport de con? Et jamais, jamais tu me revois sur un ultra. Alors qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a mis en place, je finis un ultra, je suis déjà en train de regarder mon calendrier, mais attends, il est quand le prochain là? Parce que ouais, j'en ai pas assez là, il faut que j'y retourne là, tu vois. Ouais, c'est carrément ton expérience complète qui change. Bah, tu vois, j'allais te demander, tu m'as tout dit d'un blog, donc c'est parfait. J'allais te demander comment tu l'actionnais, parce qu'il y a des auto-hypnose qui peut s'actionner par de l'ancrage. Ça peut être un ancrage physique, bon, tout le monde connaît les doigts. Maintenant, c'est assez marrant d'ailleurs, les ancrages, on le voit pas mal sur les sportifs de haut niveau. Quand ils sont à la télé, quand on voit ils font des gestes toujours le même, quand on regarde assez souvent le truc, c'est assez marrant. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, ouais, bah on les voit vraiment. Ouais, ça se voit bien quoi maintenant. Et ouais, le mantra, par contre, bah, c'est ça que tu dis. En fait, maintenant, ce qui est prouvé, bah, toi, tu le prouves parce que tu l'as fait, t'as lu, tu t'es renseigné, c'est que tu crées un circuit en fait, un circuit neuronal, un nouveau schéma de pensée. Tout ce qui a été prouvé par les neurosciences là, depuis une vingtaine d'années, la plasticité du cerveau à n'importe quel âge, alors qu'on pensait qu'à partir de 18 ans, on déclinait jusqu'à la fin. Et c'est vrai que rentrer dans ces états-là tu me fais penser en ce que tu disais, ouais, quand tu racontais ça, Stéphane Brognard qui décrit vachement bien, et lui il a tout un vocabulaire à lui et il est hyper imagé. Il dit faut fermer la porte de la bagnole pour dire bah, t'as le conducteur c'est le cerveau, et la bagnole en gros c'est le corps, quoi, enfin plus ou moins. Et il dit ferme la porte de la bagnole quoi, et ferme les fenêtres. Et c'est hyper bien fait, imagé. Il dit, bah ouais, quand ouais, t'as un pote qui arrive au 15e kilomètre, tu commences à parler, machin, ouais, t'ouvres la fenêtre, tu parles, tu refermes la fenêtre. Et tu te remets dans la bulle et tu cours et tu continues. Chaque ravito, t'ouvres une porte, machin, et puis il a plein de métaphores. Tu rentres dans le coffre, et puis la plupart du temps, t'es dans le coffre de ton voisin. Si tu pars trop vite en suivant le mec d'en face, bah en fait, t'es dans la bagnole Ouais. du mec d'en face. Tu crées une nouvelle expérience de course bah, qui est trop bien, quoi. T'es pas en train de te demander ce que moi-même je me suis demandé quand j'ai fait mon premier ultra, qu'est-ce que je fous là? Putain, c'est trop dur, quoi. Il y en a qui la subissent trop, j'ai l'impression. C'est ça qui est. J'en vois beaucoup, hein, des ultras autour de moi, des personnes que j'ai accompagnées hein, dans l'ultra et dans le trail, que j'ai aidé à se développer. Mais j'en vois beaucoup soit qui abandonnent ou soit qui finissent leur ultra et qui me disent ah putain j'en ai chié et puis j'ai pas pris de plaisir et puis je sais pas si je vais y retourner. Enfin, je trouve qu'il y en a qui subissent beaucoup trop alors que si tu mettais en place tous ces outils, mais en fait le problème qu'il y a aujourd'hui c'est je pense qu'on a encore du mal à bosser sur cette partie psychologique et qu'on est trop focus sur le fait de se dire il faut que je me prépare, il faut que physiquement je sois prêt. Et même les meilleurs en fait ils sont pas là, ils font pas que courir. Ils passent leur temps à se préparer mentalement. Tu peux demander sur des gars comme Mathieu Blanchard ou des personnes comme ça, François Daen, c'est des gars qui mentalement font un gros travail sur eux-mêmes.
Donc, aujourd'hui, si tu veux mieux vivre ton ultra, il faut arrêter de penser que prépa physique. Il y a une grosse phase de prépa mentale qui est hyper, hyper importante, quoi. Sinon, tu subis ton ultra du début à la fin, quoi. Bah, c'est exactement ça, c'est ce qu'on disait avec Émeric Guillot, là, dont je t'ai déjà cité. C'est pourquoi un peu le sport d'endurance est un peu passé au travers de ce truc-là, alors que, bon, déjà, bon, en France aussi, on est en retard par rapport aux pays anglo-saxons, c'est clair. Les pays anglo-saxons, ils ont un athlète, un staff. Et dans un staff, il y a le physique et le mental. T'as pas un athlète de ce niveau-là qui part sans préparateur mental. T'entends Nicolas Batum, ça fait des années, mais il avait donné une interview, je pense Canal ou un truc comme ça. On disait, ah ouais, tu fais de la prépa mentale? Il dit non, mais c'est pas est-ce que je fais de la prépa mentale? C'est que le temps de prépa mentale aujourd'hui, il est quasiment égal à mon temps de prépa physique. Il dit, Ouais, c'est on ça. fait que ça, on joue tous les 2 jours, on fait 70 matchs. Enfin, Mhm. et mentalement, si tu, c'est pas ton corps, il tient, on est surpréparé, c'est très facile de se préparer, entre guillemets, physiquement, parce que on a tout, on connaît tout, on sait calibrer des entraînements. Se préparer mentalement, c'est ce qui fait la diff. Et tu vois, ce qui est dans l'ultra, c'est ce que je trouve fou, c'est que tout le monde, allez, tout le monde va être d'accord pour dire qu'est-ce qui fout le camp en premier, quoi. C'est la tête. Tu craques mentalement. Bien sûr. Mais Bien personne sûr. ne travaille. C'est trop fou, quoi. Ouais, pourtant, on est le sport. Moi, je considère ce sport comme un sport extrême. Et on est l'un des sports, franchement, je reste persuadé, aujourd'hui, on est l'un des sports au monde qui est le plus dur mentalement. Je vois pas aujourd'hui quel sport te pousse à courir pendant 40 heures, 50 heures, 60 heures. Quel sport te fait ça? Enfin, si on n'est pas prêt mentalement à ça, qui va le faire à notre place? Enfin, je veux dire, si tu pars sans te préparer un minimum mentalement, alors c'est sûr que tu te jettes dans la gueule du loup, littéralement. C'est que tu en as oublié qu'est-ce que c'était l'ultra. L'ultra, c'est comme je le dis tout le temps et je le dis souvent dans mes publications et tout, parce que j'aime bien faire la différence entre les deux, parce que j'ai énormément de respect pour les deux, mais il y a l'athlétisme et il y a l'ultra. Tu vois. Alors moi, j'ai énormément de potes qui font de l'athlé et je les respecte énormément parce que faire des prépas marathons, c'est hyper dur. Parce que eux, par contre, ils se préparent principalement physiquement pour être prêts le jour J. Ils font un peu de prépa mentale, mais ils font beaucoup de prépa physique, des 4x100, des tours de piste et tout ça. Et nous, l'ultra, pour moi, c'est deux sports différents. On fait pas le même sport. Nous, on a besoin de faire un gros travail sur nous-mêmes mentalement pour être prêts justement à faire des défis comme on fait, quoi. Ouais, mais t'as raison. Et en plus, enfin, moi, c'est ce que. Après, c'est mon avis. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le podcast, pour un peu partager ces choses-là. On pense trop encore, c'est pas assez répandu parce qu'on pense trop que, ok, je suis solide dans la tête, donc c'est bon. Il y en a plein des gens solides dans la tête, tu vois, tu as des expériences de vie qui te rendent solide, qui t'endurcissent, etc. Mais la prépa mentale, ce n'est pas que ça, tu vois. Toi, t'as fait plusieurs parties-là. La partie, pour ça, je trouvais ça assez significatif quand tu me dis, les gars sur l'UTMM ne pouvaient pas lire un gramme de douleur sur mon visage, quoi. Donc ça, c'est la partie solidité, tu vois, solidité mentale, il n'y a rien qui transparaît, mais en ne laissant rien transparaître, aussi, c'est comme si tu n'autorisais pas du tout ton corps, entre guillemets, à partir en vrille, ou à ton mental de partir en vrille. Donc tu l'autorises pas, on reste là, on est stoïque et on est dedans. On a parlé de tes projets futurs. Du coup, le prochain projet, c'est juillet, mi-juillet, un très beau projet en train de s'y évaluer pour l'Ultra Célia. Ouais, ouais, normalement, si on est en train d'essayer de combiner le truc, normalement, j'ai quand même une course officielle entre deux. Je devrais avoir le 100 Mozart by UTMB au mois de juin. Tu vas chercher des points? En Autriche, ouais, bah, ça fait 2 ans que je suis pas sélectionné à l'UTMB, donc malheureusement, il faut que je refasse un by UTMB pour prolonger les points, et puis comme tout le monde, hein, comme Et les la moutons, loterie, j'appelle. t'as des chances d'être pris un peu plus à chaque fois? Ou En comment? fait, ce qu'il faudrait, c'est que, comme il dit Alex, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille par exemple sur un Culamen ou sur une un peu moins connue, où avec le niveau que j'ai aujourd'hui, j'aille chercher une place un peu plus devant, tu vois, Genre et top peut-être 5, top 10. voilà, un top 5 pour suivant qui sera là le jour J, hein, Mhm. mais avec un bon top 5, avec les bons facteurs, tu peux être sélectionné plus rapidement, quoi. Mais bon, on va voir. Je vais essayer d'aller en Autriche, je vais voir ce que je peux faire là-bas, et puis on verra la suite des événements. Mais oui, je continuerai de toute façon les courses officielles, hein, ça, j'aime bien aller jouer aussi sur les courses officielles, quoi. Ok. Bah, Et comme là où je reviens de l'Ultimate Man il y a 2 semaines, où j'ai fait deuxième à l'Ultimate Man, tu vois, ça qui était une course officielle.
pour clôturer sur ton association, si on mettra les liens dans les descriptions, tu m'enverras tout ça. Il y a un site internet, il y a quelque chose pour te suivre ou tout se passe sur ta page Instagram? Alors c'est principalement Instagram, puis après sur Hello Asso, il y a le site il y a le Hello Asso de One Milia qui est l'association de la petite que je parraine et qui vient en aide toute l'année pour les enfants malades, et puis Broken qui est ma marque. Donc il y a les deux sur Hello Asso, les deux sur Instagram et en site internet aussi j'ai le site Broken aussi donc on essaye de diffuser un peu partout quoi. Donc Bon. on a un peu sur tous les réseaux quand même. Ok, tu m'enverras tout ça et on mettra Ouais. ça dans les liens de l'épisode Pas de et souci. pour que tout le monde Pas puisse de aller souci. cliquer dessus. Ok, écoute, je te remercie, merci pour ton temps, merci c'était super sympa de partager tout ça avec nous. Bah, merci à toi. C'était très bien. C'est passé rapidement. C'est bon. C'est bon signe. Écoute, on va te suivre. Je vais te suivre surtout sur ton Mozart 100 et sur ton juillet. Ça me plairait bien de venir faire un tour. Alors, je suis loin de te promettre quoi que ce soit, mais putain, j'aimerais bien gérer ça. Mais bon, je suis en Bretagne, je suis pas tout près, donc il y a un peu de logistique. Oui. On va voir ça. Écoute, merci Flo et bonne continuation, bonne préparation et bonne course sur tes prochains offres, quoi. À la prochaine. Allez, Salut. salut, ciao. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.